À 52 ans, avec des dettes qui dépassaient 20 000 euros et un compte en banque à zéro, Martine a fait quelque chose que personne autour d'elle n'a vu venir. En 90 jours exactement, sa vie a changé de direction. Mais ce qu'elle a fait est tellement simple que quand les gens l'apprennent, ils ne veulent pas y croire. Vous connaissez cette femme. Peut-être que vous êtes cette femme. Celle qui se lève avant tout le monde, qui prépare le café, sort les enfants, attrape le bus, arrive la première au boulot et repart la dernière. Celle qui dit ça va quand on lui demande parce qu'expliquer la vérité prendrait trop de temps et de toute façon, qui écouterait vraiment? Martine vivait comme ça depuis tellement d'années qu'elle avait oublié qu'il pouvait en être autrement. Elle avait oublié ce que ça faisait de dormir sans angoisse. Elle avait oublié ce que ça faisait de regarder son reflet dans le miroir le matin et de ne pas détourner les yeux aussitôt. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme ordinaire qui a appris une chose extraordinaire. Pas dans un livre, pas dans une formation, dans la vie, à l'endroit le plus inattendu. Restez jusqu'à la fin, parce que la dernière chose que Martine a compris, c'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Martine Lebrun avait 52 ans, les cheveux coupés courts par praticité, pas par coquetterie, et les mains légèrement abîmées de celles qui travaillent depuis l'âge de 16 ans sans jamais vraiment s'arrêter. Elle était aide à domicile dans une petite ville du Nord, pas loin de Valenciennes. Elle s'occupait de personnes âgées, les aidait à se lever, à manger, à ne pas se sentir seule. Elle faisait ça avec soin, avec douceur, avec une patience que ses collègues admiraient et que sa propre famille, elle, prenait pour acquise. Sa journée commençait à 6 heures du matin, parfois à 5h30, si le bus était capricieux. Elle enchaînait les visites, 4, 5, parfois 6 personnes par jour, chacune avec ses besoins, ses histoires, ses humeurs. Et Martine écoutait. Martine consolait. Martine tenait la main. Le soir, elle rentrait dans son appartement du 3e étage sans ascenseur, les jambes lourdes, le dos en feu. Elle mangeait souvent debout, directement à la casserole, parce que s'asseoir vraiment et manger vraiment lui semblait un luxe qu'elle ne méritait pas encore. Il restait toujours quelque chose à faire, une facture à regarder, un appel à passer, un souci à ruminer. Son grand rêve, celui qu'elle gardait au fond d'elle, comme on garde une photo jaunie dans un vieux portefeuille, c'était de partir une semaine en Bretagne. Juste elle, voir la mer, marcher sur les rochers, respirer sans avoir de rendez-vous dans 1 heure. Elle n'y était jamais allée. Il y avait aussi sa fille, Céline, 24 ans, qui vivait à Lyon et appelait le dimanche soir, mais souvent moins de 10 minutes parce qu'elle avait des trucs à faire. Martine ne se plaignait pas. Elle disait que c'est normal, les jeunes ont leur vie. Mais certains dimanches, après avoir raccroché, elle restait assise dans le silence de son salon et elle ne savait plus très bien pourquoi elle continuait à tout porter toute seule. Elle avait un petit carnet vert sur sa table de nuit. Elle y écrivait parfois, pas souvent, des phrases courtes, des choses comme « J'aimerais juste qu'on me demande comment je vais pour de vrai » ou « Est-ce que je compte pour quelqu'un ?» Elle refermait le carnet. Elle éteignait la lumière, et le lendemain, à 6 heures, elle recommençait. Tout a commencé à s'effondrer un jeudi de novembre. Martine avait cosigné un crédit 2 ans plus tôt pour aider son frère Patrick à lancer un petit commerce de réparation de vélos. Patrick avait des idées, il avait de l'enthousiasme, et Martine avait toujours eu du mal à dire non à ceux qu'elle aimait. Alors elle avait signé, sans lire vraiment les petites lignes, sans imaginer une seconde que les choses pourraient mal tourner. Le commerce avait tenu 18 mois. Puis Patrick avait rencontré des difficultés, une mauvaise saison, des fournisseurs qui ne livraient plus, et finalement il avait fermé sans prévenir personne, pas même Martine. C'est une lettre de la banque qui lui avait appris la nouvelle. Une lettre froide, administrative, avec des chiffres dessus. Un solde dû de 22 300 € dont elle était conjointement responsable. Martine avait relu la lettre 3 fois, puis elle l'avait posée sur la table de la cuisine, et elle était restée là, debout, sans bouger, pendant presque 20 minutes, comme si son cerveau refusait de traiter l'information. Elle avait appelé Patrick. Il avait décroché à la 4e sonnerie, et sa voix avait quelque chose de gêné, d'évitant, qui lui avait tout dit avant même qu'il parle. « Je suis désolé, Martine. Je savais pas comment te le dire.
J'ai essayé de m'arranger, mais... Tu savais depuis combien de temps? Un silence. Depuis 4 mois. 4 mois. Son frère savait depuis 4 mois qu'elle allait recevoir cette lettre. Et il n'avait rien dit. Il l'avait laissé travailler, se lever à 6 heures, soigner des inconnus, rentrer épuisé, sans jamais lui dire que pendant ce temps, une bombe à retardement financier portait son nom. Martine avait raccroché sans ajouter un mot. Elle ne voulait pas crier. Elle n'avait même pas les forces de crier. Elle s'était assise sur la chaise de la cuisine, la même où elle prenait son café chaque matin depuis 12 ans, et elle avait pleuré. Pas de grands sanglots dramatiques, des larmes silencieuses, fatiguées, comme celles de quelqu'un qui n'est même plus surpris d'être blessé. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de sa vie. Elle ne dormait plus. Elle se réveillait à 3 heures du matin avec la sensation d'étouffer, le cœur qui s'emballait, les pensées qui tournaient en boucle. Combien elle devait, comment elle allait payer, ce que les voisins penseraient si la banque venait, si elle allait perdre son appartement. Un mardi matin, à la pharmacie du quartier, alors qu'elle attendait son tour, elle avait entendu son prénom. C'était la femme du boucher, une grande blonde qui connaissait tout le monde. Elle parlait à voix basse avec la pharmacienne, mais pas assez bas. « Tu sais, la Martine Lebrun, l'aide-soignante, il paraît que son frère a fait faillite et qu'elle est dans les dettes jusqu'au cou. Ma cousine travaille à la banque, elle m'a dit... » Martine avait regardé droit devant elle. Elle n'avait pas bougé. Elle avait senti le rouge lui monter au visage, cette chaleur particulière de la honte qu'on n'a pas méritée, mais qui brûle pareil. Quand son tour était venu, elle avait acheté ses médicaments sans lever les yeux. En sortant, elle avait marché vite, très vite, jusqu'à tourner au coin de la rue et s'appuyer contre le mur d'un immeuble. Elle avait posé une main sur sa poitrine, respiré. Elle qui soignait les autres depuis 20 ans, elle qui donnait tout. Et voilà ce qu'on racontait d'elle dans les commerces du quartier. Ce soir-là, elle avait ouvert ses placards de cuisine, regardé ce qu'il y avait dedans, et refermé sans manger. Elle n'avait plus faim, elle n'avait plus envie de grand-chose, à vrai dire. Un vendredi soir, 3 semaines après la lettre, Martine avait sorti une valise du haut de son armoire. Une petite valise bordeaux qu'elle n'avait pas utilisée depuis des années. Elle l'avait posée ouverte sur son lit. Et elle avait commencé à y mettre des affaires, quelques vêtements, son carnet vert, la photo de Céline bébé qu'elle gardait sur le bureau. Elle n'avait pas de plan précis. Elle savait juste qu'elle ne pouvait plus, qu'elle voulait disparaître quelque part où personne ne la connaissait, où personne ne parlerait d'elle à la pharmacie, où personne ne l'appellerait pour lui demander de signer des papiers. Elle avait regardé la valise longtemps, puis elle avait pris son manteau. Elle était sortie marcher, juste pour marcher, parce que rester dans cet appartement avec cette valise ouverte lui était insupportable. Il était presque 10 heures du soir quand Martine s'était retrouvée au bord du canal. L'eau était noire et calme. Elle s'était assise sur un banc en bois, sans vraiment décider de s'asseoir, comme si ses jambes avaient choisi pour elle. Il y avait une autre femme sur le banc, vieille, très vieille, avec un manteau vert bouteille trop grand pour elle et un chien minuscule sur les genoux. Ses mains étaient couvertes de taches de vieillesse, mais elle tenait ses mains croisées avec une sorte de dignité tranquille qui contrastait avec tout. Martine ne lui avait pas parlé. Elle regardait l'eau. C'est la vieille femme qui avait rompu le silence, sans se retourner, comme si elle parlait à la nuit. On se croit indispensable aux autres et on oublie d'être indispensable à soi-même. Martine l'avait regardée. La vieille n'avait pas bougé. Elle caressait son chien. « Vous me parlez ? Je parle à quelqu'un qui a l'air de porter quelque chose de trop lourd depuis trop longtemps. » Martine n'avait rien répondu. Quelque chose dans sa gorge s'était serré. « J'ai 81 ans, » avait continué la vieille d'une voix égale, posée. « J'ai passé 40 ans à m'oublier. Et un jour j'ai compris que personne ne peut te rendre ce que tu t'es volé toi-même. » Un silence. Le chien avait bougé sur ses genoux. L'eau du canal reflétait les lumières de la rue. « Comment vous avez fait ?» avait soufflé Martine, presque malgré elle. La vieille femme avait tourné la tête vers elle pour la première fois. Ses yeux étaient clairs, presque lumineux dans le noir. « J'ai arrêté de demander la permission.
Elle n'avait rien ajouté. Elle s'était levée doucement, avec la lenteur de quelqu'un qui a appris à ne pas se précipiter, et elle était partie le long du canal avec son petit chien. Martine était restée seule sur le banc. J'ai arrêté de demander la permission. Elle ne savait pas encore ce que ça voulait dire pour elle. Mais quelque chose, au fond de sa poitrine, avait bougé. Comme une graine sous la terre froide qui sent pour la première fois que le printemps est possible. Le samedi matin, Martine s'était réveillée et elle n'avait pas tout de suite regardé les lettres de la banque sur la table. C'était la première fois depuis 3 semaines. Elle avait fait du café. Elle l'avait bu assise, vraiment assise, les 2 mains autour de la tasse. Elle avait regardé par la fenêtre les pigeons sur le toit d'en face. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas pensé aux dettes. Elle avait pensé à elle. Premier enseignement, avant de réparer le monde extérieur, il faut d'abord exister à l'intérieur. Elle avait rappelé la banque, non pas en tremblant cette fois, mais en préparant ses questions à l'avance. Elle avait demandé un rendez-vous avec un conseiller. Elle avait dit « Je veux comprendre mes options ». Pas « Je suis désolé », pas « Je sais pas comment j'en suis arrivé là ». Juste « Je veux comprendre ». Le conseiller lui avait expliqué qu'il existait des plans d'échelonnement, des recours possibles, des associations d'aide aux surendettés, des choses qu'elle n'avait jamais cherché à savoir parce qu'elle avait passé 3 semaines paralysée par la honte au lieu d'agir. Deuxième enseignement, la honte n'a jamais résolu une seule facture. L'action, si. 2 semaines plus tard, sa fille Céline avait appelé. Pas le dimanche soir cette fois, un mercredi après-midi, ce qui était inhabituel. « Maman, j'ai entendu pour les dettes. La tante Sylvie m'a dit. Tu aurais pu me dire non ?» Martine avait serré son téléphone. Elle avait 2 choix devant elle, et les 2 faisaient mal. Elle pouvait dire oui, j'aurais dû te le dire, s'excuser, minimiser, faire comme d'habitude, ne pas déranger, ne pas inquiéter. Ou elle pouvait dire la vérité. Céline, je t'ai pas dit parce que j'ai passé ma vie à te protéger de mes problèmes. Et je me suis rendu compte que ça t'a pas aidé non plus. Ni toi ni moi. Silence au téléphone. Maman, je vais bien. Je gère. Mais j'ai besoin que tu saches que j'ai le droit d'avoir des problèmes. Et que tu as le droit d'être là sans que je te demande pardon de t'appeler. Céline avait mis du temps à répondre, et quand elle avait parlé, sa voix était différente, plus douce, plus vraie. « Je prends le train vendredi, maman. » Martine avait raccroché et elle avait pleuré. Mais cette fois, c'était un autre genre de larmes. Troisième enseignement, se montrer vrai à ceux qu'on aime n'est pas un fardeau qu'on leur impose. C'est une invitation à être proche pour de vrai. Elle avait aussi pris une décision que ses collègues n'avaient pas comprise au début. Elle avait refusé une tournée supplémentaire le samedi matin, une tournée qu'on lui proposait depuis des mois et qu'elle acceptait toujours parce qu'elle ne savait pas dire non. Son chef avait froncé les sourcils. « T'as besoin d'argent pourtant, non ?» Et Martine avait répondu quelque chose qu'elle n'avait jamais dit de sa vie. « J'ai besoin de temps pour moi. C'est aussi important. » Quatrième enseignement. Le temps pour soi n'est pas un luxe qu'on mérite après avoir tout donné. C'est le carburant sans lequel on finit par n'avoir plus rien à donner du tout. Ce samedi-là, libérée de la tournée du matin, Martine avait pris le bus jusqu'à la médiathèque. Elle s'était assise à une grande table en bois, elle avait ouvert son carnet vert et elle avait commencé à écrire. Pas des listes de soucis, pas des chiffres. Elle avait écrit l'histoire de la vieille femme au bord du canal. Une bénévole de la médiathèque qui passait derrière elle s'était arrêtée et avait dit simplement « Vous écrivez bien, madame ». Martine avait levé les yeux, surprise. « Non, c'est juste pour moi. » Dommage, c'est vivant ce que vous écrivez. Ce mot « vivant » avait résonné en elle comme une petite cloche. Elle, qui avait passé des années à s'occuper des autres pour qu'ils restent en vie, elle avait peut-être, au fond d'elle, quelque chose de vivant à offrir d'une autre façon. Cinquième enseignement, ce qu'on croit être une perte peut devenir le chemin qu'on n'aurait jamais pris sans ça. 90 jours après la lettre de la banque, la vie de Martine ne ressemblait plus tout à fait à ce qu'elle avait été. Les dettes étaient toujours là. Elle ne les avait pas effacées d'un coup de baguette magique. Elle avait mis en place un plan de remboursement sur 5 ans avec la banque. Elle avait contacté une association qui l'avait aidée à comprendre ses droits. Chaque mois, une somme fixe partait du compte. C'était contraignant,
mais c'était à sa mesure, et surtout c'était elle qui avait choisi ce plan, pas subi. Ce qui avait changé, c'était autre chose. Martine avait commencé à aller à la médiathèque tous les samedis matins. Elle y écrivait pendant 2 heures, des histoires courtes, des portraits de femmes qu'elle avait soignées au fil des années, ces femmes âgées qui lui avaient raconté leur jeunesse, leurs regrets, leurs joies. Elle les couchait sur le papier avec leur vraie voix, leurs vraies expressions. Au bout de 6 semaines, la bénévole lui avait proposé de lire un texte lors d'une petite soirée d'écriture organisée par la médiathèque. Martine avait failli refuser. L'ancienne Martine aurait refusé, c'est sûr, mais elle avait pensé à la vieille femme au canal, et elle avait dit oui. La salle n'était pas grande, une vingtaine de personnes. Martine avait lu en tenant ses feuilles à 2 mains, les doigts un peu blancs. Et quand elle avait fini, il y avait eu un silence d'1 ou 2 secondes, ce silence particulier qui précède les applaudissements sincères. 2 femmes dans la salle avaient les yeux humides. En rentrant chez elle ce soir-là, Martine avait monté les 3 étages à pied, comme toujours, mais elle n'avait pas senti ses jambes peser. Elle avait senti quelque chose d'autre, une légèreté. Pas l'absence de problème, juste la présence d'elle-même. Céline était venue plusieurs fois depuis ce coup de téléphone du mercredi. Leur conversation avait changé. Elle parlait vraiment maintenant, pas juste « ça va, et toi ?» Céline lui avait confié des choses qu'elle n'avait jamais dites. Martine lui avait montré son carnet vert. Elles avaient ri ensemble pour la première fois depuis des années. Au travail, ses collègues avaient remarqué quelque chose de différent chez elle. Pas quelque chose qu'ils auraient su nommer exactement. Juste que Martine regardait les gens en face maintenant. Qu'elle prenait le temps de déjeuner assise, qu'elle disait non quand elle ne pouvait pas, sans s'excuser pendant 10 minutes. Une collègue plus jeune, Anissa, lui avait dit un matin en salle de pause « T'as l'air bien, Martine, t'as fait quoi ?» Martine avait réfléchi 1 seconde, et elle avait souri. « J'ai arrêté de demander la permission. » C'était un mardi de janvier, froid et gris, comme savent l'être les mardis du Nord en hiver. Martine arrivait chez Madame Fouret, une de ses clientes, 83 ans, veuve depuis peu, qui refusait souvent de manger le matin et répondait par monosyllabes depuis la mort de son mari en octobre. Ce jour-là, en entrant, Martine avait trouvé Madame Fouret assise à sa table de cuisine, les 2 mains à plat sur la toile cirée, les yeux fixés sur rien. Une tasse de café froid devant elle. Martine avait posé son sac. Elle s'était assise en face d'elle, sans rien faire d'autre. Au bout d'un moment, Madame Fouret avait murmuré « À quoi ça sert maintenant ?» C'était une question que Martine avait elle-même portée, pas si longtemps auparavant. Elle connaissait le poids exact de ces 5 mots. Elle n'avait pas répondu tout de suite. Elle avait pris la main de la vieille femme dans la sienne. Vous m'avez raconté une fois que votre mari adorait votre tarte au ketch, que vous la faisiez chaque automne depuis que vous étiez mariés. Madame Fouret avait scellé. Et si on faisait cette tarte ensemble aujourd'hui? Pas pour lui, pour vous. Madame Fouret l'avait regardé, longtemps. Et puis, doucement, quelque chose avait bougé dans son regard. Pas de la joie, pas encore, mais une petite lumière. Le début d'un peut-être. Elles avaient passé 2 heures à faire la tarte. Madame Fouret avait raconté des histoires en pétrissant la pâte, des histoires de sa jeunesse à la campagne, de ses enfants bébés, de son mari qui chantait faux mais qui chantait toujours. Elle avait ri une fois, un petit rire surpris, comme si elle ne savait plus comment ça s'était produit. En partant, Martine avait enfilé son manteau dans l'entrée et Madame Fouret l'avait arrêtée en lui posant une main sur le bras. « Comment vous faites, vous, pour continuer ?» Martine avait pensé au banc au bord du canal, à la vieille femme en manteau vert, à ses 81 ans portés avec cette tranquillité étrange. Elle avait répondu doucement « On arrête de demander la permission d'exister ». Madame Fouret avait gardé la main sur son bras encore un instant, puis elle avait hoché la tête, lentement, comme quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose qu'elle savait déjà, mais avait oublié. « Et vous, est-ce qu'il y a dans votre vie une dette que vous portez seule ? Pas forcément une dette d'argent, une dette de fatigue, une dette d'amour qu'on vous a pris sans vous demander. Un moment où vous vous êtes effacé pour que tout le monde soit bien autour de vous, et vous, vous êtes resté debout dehors dans le froid. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez fait quelque chose juste pour vous, sans vous justifier,
sans vous excuser, sans demander si c'était correct. Si cette histoire vous a touché, j'ai une seule chose à vous demander. Écrivez en commentaire DAU et dites-moi ce que vous allez faire aujourd'hui rien que pour vous, pas demain. Aujourd'hui, une petite chose, un café bu assis, une promenade sans but, un appel à quelqu'un qui vous fait du bien. Peu importe ce que c'est, je veux lire chaque commentaire, vraiment. Si l'histoire de Martine vous a parlé, je vous invite à rester avec nous. Chaque semaine, on raconte ici des femmes comme elle. Des femmes ordinaires qui ont appris des choses extraordinaires sur elles-mêmes. Des femmes qui ont décidé, à un moment ou un autre, qu'elles comptaient. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Comme ça, vous ne manquez aucune histoire. Et si vous connaissez une femme dans votre entourage qui porte trop lourd en ce moment, partagez cette vidéo avec elle. Parfois, une histoire entendue au bon moment change tout. Prenez soin de vous, vraiment, pas juste en surface, vraiment. Parce que vous méritez d'exister au-delà de tout ce que vous faites pour les autres.